Et on retrouve tout de suite Thibault Loubier et Clément Lehaut dans l'émission politique. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission politique sur Radio Rec, la radio associative étudiante en ligne de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Aujourd'hui, dans cette émission politique, nous avons l'honneur de recevoir M. Gilles Roussel. Bonjour M. Roussel. Bonjour Radio Rec. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Donc vous êtes président de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Tout à fait. Et président de la conférence des présidents d'université. C'est ça. Et je crois que vous avez eu l'honneur de recevoir la Légion d'honneur en juillet 2018. Tout à fait. Qui vous a été décernée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Beaucoup bien. Et aujourd'hui, vous venez nous parler d'un projet qui voit le jour et qui verra bientôt le jour, puisque l'université Gustave Eiffel naîtra au 1er janvier 2020 suite à la fusion de plusieurs établissements du campus Descartes. Voilà, c'est un projet qui nous tient effectivement à cœur et que je vais essayer de faire partager avec vous. Alors, je vais peut-être commencer par vous rappeler un petit peu la genèse du projet. Depuis maintenant que l'université est ici sur ce site de la Cité Descartes, on a lié des partenariats avec les différents acteurs du site, les écoles, les organismes de recherche, et on a essayé de travailler depuis le début en commun pour se mettre ensemble, pour être plus forts, pour faire vivre l'Est parisien. Et donc ça, c'est depuis l'implantation de l'université qui est de 1993, eh bien, il y a eu ces partenariats qui se sont construits, se sont renforcés au cours du temps, sur la Cité Descartes d'abord, puis après en alliant nos partenaires de Créteil. Et donc, dans ce cadre-là, il y a eu diverses évolutions institutionnelles, il y a diverses lois qui sont échelonnées jusqu'à aujourd'hui. Et dans le cadre de ces coopérations, il y a un projet qui a été lancé, qui s'appelle les investissements d'avenir, qui, pour des institutions qui souhaitent se regrouper, définir une politique de recherche et d'enseignement supérieur en commun, eh bien, l'État leur a donné un cadre général, et s'ils souhaitaient rentrer dans ce cadre-là, eh bien, il y avait un appel à candidature pour lequel on pouvait obtenir des financements. Et donc l'aventure de l'Université Gustave Eiffel commence en fait au moment de cet appel à projet, où après des tentatives infructueuses à ces appels à projet, eh bien, nous avons été lauréats de ce qu'on appelle un ICIT, donc c'est Initiative, Science, Innovation, Territoire, Économie, qui a accordé au projet que nous portions un financement récurrent qui pourrait être pérennisé si les choses se passent bien, de 9 millions par an. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, le budget de l'université, c'est 100 millions et l'ensemble des acteurs impliqués dans la construction de l'université Gustave Eiffel, c'est à peu près 250 millions, donc 9 millions, c'est pas négligeable dans cette entité-là. Donc qu'est-ce que c'est que ce projet ? Alors d'abord, le projet, c'est un projet autour de la science et de la recherche principalement, même s'il y a une déclinaison au niveau de l'enseignement supérieur. Et donc le projet, c'est de faire émerger, ici en France et chez nous, là, une université qui porte une thématique forte, qui est la question de la ville et de la ville durable, de la ville de demain. Ville au sens très large, ça peut comprendre la gouvernance de la ville, les transports, c'est aussi la ville par rapport au périurbain, c'est toutes les questions liées à la montée en puissance des villes aujourd'hui en France. Donc ça, c'est le thème qu'on souhaite voir émerger. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de faire tout le reste, mais on a là des acteurs qui, si elles se mettent ensemble, définissent une stratégie commune, peuvent être visibles à l'international et être très reconnu au niveau international. Et donc pour y arriver, l'une des obligations, enfin l'un des accords sur lesquels on est allé, c'est celui de construire une nouvelle université. Donc c'est à côté de ce projet, qui s'appelle l'ICIT Futur. Eh bien, parmi les engagements qu'on a pris, et qui font partie des choses que l'on doit réaliser pour garder ces fameux 9 millions d'euros en particulier, c'est de construire cette nouvelle université. Donc cette nouvelle université, elle regroupe principalement deux acteurs, l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, l'UPEM, et l'IFSTAR, qui est un organisme de recherche. Ils ne font pas de formation, à part de la formation doctorale, et qui est situé sur le campus. Enfin, la grande majorité de ces chercheurs se trouvent de l'autre côté, en face de Copernic, derrière l'école des Ponts. Donc ça, ce sont les deux entités principales qui constituent l'Université Gustave Eiffel. Et puis après, on a
4 acteurs qui sont de plus petite taille, qui eux font de l'enseignement supérieur, qui sont des écoles, l'école d'architecture, qui est aussi sur le campus, le AVT, l'école d'architecture Ville et Territoire, le NSG, l'école nationale des sciences géographiques, qui fait de la géomatie, qui aussi se trouve de l'autre côté, en face de Copernic, et qui, elle, s'occupe de géomatique et qui forme des ingénieurs, l'ESSIE Paris, qui est une école d'ingénieurs en informatique et électronique, et puis enfin le IVP, l'école des ingénieurs de la ville de Paris, qui forme des ingénieurs au génie urbain. Donc c'est l'ensemble de ces acteurs qui se mettent dans une seule entité avec une seule stratégie, c'est-à-dire un seul conseil d'établissement, un seul établissement avec, je vais vous épargner les détails, eh bien, un certain nombre d'organisations internes qui tient compte des spécificités de chacun, école d'architecture, école d'ingénieurs, ancienne UFR de l'université, département de l'IFSTAR. Donc ça, c'est la partie institutionnelle qui est un des éléments de l'appel à projet qui vise à avoir un établissement portant une stratégie en commun. Ensuite, on a différents volets scientifiques. Alors, il y a la partie recherche, vous voyez bien sur la ville durable qu'est-ce que ça peut donner. Mais on a aussi des volets pédagogiques. La plupart des volets pédagogiques, c'est du financement pour différencier les formations. Arriver à proposer des parcours plus individualisés pour les étudiants. Et puis, enfin, et qui est important à mon sens, une dimension vie de campus, avec réflexion sur comment on fait pour faire que la vie de campus, au-delà des aspects purement recherche, formation, qui sont inhérents à une université, eh bien, on crée sur cette cité Descartes une vie qui s'arrête un peu plus tard, peut-être que 18h quand les cours sont finis et le week-end, tout le monde a déserté le campus. Voilà, donc ça fait partie des éléments importants du projet Gustave Eiffel. Donc, une partie institutionnelle, une partie recherche qui fait bien sûr une place importante aux travaux interdisciplinaires, sciences humaines et sociales, sciences pour l'ingénieur, sciences dures en général, au service notamment des questions autour de la ville. Une partie formation qui est plutôt pour essayer de renforcer et de faire en sorte qu'on accompagne mieux les étudiants et qu'on arrive à chacun en fonction de ses aspirations à trouver une voie dans laquelle il réussit. Donc on a appelé ça réussite pour tous. Et ça peut passer par l'apprentissage, ça peut passer par des formes de formation renforcée ou des accompagnements renforcés. Voilà, ça fait partie du projet. Et puis un quatrième pilier qui est celui de la vie de campus. Parfait. Une des questions que nous avons, c'était pourquoi le NPC ne fait-il pas partie, à part par votre convention, de cette fusion ? Alors, pourquoi le NPC n'en fait pas partie ? Ça fait partie des choses, effectivement, qui nous avaient semblé importantes d'avoir, c'est de dire, eh bien, on a un collectif sur la Cité Descartes, c'est important que ce collectif continue à exister, et donc, comme le NPC est très présent ici aujourd'hui sur le site, eh bien, nous a paru important de le garder dans le collectif parce que c'est un projet, comme j'ai expliqué, qui n'est pas uniquement un projet institutionnel, il est scientifique, de formation et de campus. Et donc, le NPC, par sa position, peut apporter quelque chose. Le deuxième point, c'est que malheureusement, de mon point de vue, peut-être pas du leur, ils n'ont pas souhaité s'engager dans une transformation institutionnelle. Ça fait partie des projets qui avaient été évoqués au démarrage et un certain nombre de personnes n'ont pas souhaité perdre leur indépendance, même si je ne pense pas que le projet que nous portions fait perdre l'indépendance ou la capacité à avoir une indépendance au sein d'une organisation un peu plus large. Voilà, c'est le choix qu'ils ont retenu, on respecte les choix, on espère que ça ne nous empêchera pas de continuer à collaborer. Aujourd'hui, dans la partie recherche, tous nos laboratoires de recherche, beaucoup de nos laboratoires de recherche sont déjà communs avec l'École des Ponts et ça continuera dans l'avenir. Et puis des thématiques de la ville durable, il y a des compétences à l'École des Ponts dont il serait absurde de se priver dans un projet qu'on veut rendre visible à l'international. Alors, une autre question, c'est qu'est-ce que cette fusion apportera aux étudiants ? Alors, qu'est-ce que ça apportera aux étudiants ? Alors, déjà, au niveau de
de l'appartenance, l'un des points importants du projet, c'est de dire comment vous faites pour que les étudiants se sentent appartenir à ce nouvel établissement. Donc l'idée, c'est quand même de rendre visible l'université et par déclinaison, si on regarde un côté utilitariste pour les étudiants qui auront des diplômes de cette université ou des diplômes qui sont ceux de l'UPEM aujourd'hui qui vont valoriser, c'est de rendre donc ce diplôme plus visible, plus de meilleur, qui puisse se vendre plus facilement à l'extérieur, comme une reconnaissance à la fois au niveau national mais aussi au niveau international. Donc ça, c'est un premier aspect dont on peut considérer qu'il est un peu utilitariste. Pour certains. Le deuxième, c'est qu'il y a une grosse partie du projet et des financements qui sont mis sur le projet parmi les 9 millions d'euros qui sont autour de transformation des pédagogies. Donc il y a la création de ce qu'on appelle de ce qui s'appelle le CIPEN qui va être en partie localisé dans ce bâtiment Ada Lovelace à la Centrif, dans lequel on va mettre des moyens pour accompagner les enseignants pour transformer les pédagogies. On le fait déjà, mais là, des moyens supplémentaires pour aller dans cette direction-là. Des adaptations des cursus également, donc des financements qui nous permettent de transformer les cursus, de faire des nouveaux cursus, en impliquant par exemple nos collègues de l'IFSTAR qui aujourd'hui ne font pas de formation et ne participent pas à la création de formation et qui ont des projets parfois très intéressants. Je pense à des collègues par exemple de l'IFSTAR qui aujourd'hui sont à Satori, qui souhaitent monter avec nos collègues de l'IGM. Alors, c'est ma discipline, l'informatique, mais il y a d'autres projets ailleurs, autour du véhicule autonome. C'est des choses qui n'existent pas aujourd'hui en France. Une formation que nous n'aurions pas montée et que certains étudiants pourront choisir et dans lesquels ils pourront s'inscrire. Donc ça, c'est un autre point qui me paraît important, une offre de formation qui pourra être un peu plus large, même si on va rester quand même sur nos fondamentaux. L'objectif est de conserver l'accueil des étudiants, notre mission d'accueil des étudiants du territoire. On l'a réaffirmé dans le projet. On est aussi une université qui est ancrée dans le 77, dont beaucoup d'étudiants sont des étudiants qui viennent de proximité, on va continuer à le faire, mais aussi une diversification en lien avec les thématiques des offres de formation qu'on peut produire. Et puis le dernier point que j'ai évoqué comme un des piliers, qui est celui de la vie de campus. Donc là, il y a un projet par exemple qui est porté au niveau du LOY. Alors, ça vous dit probablement rien, ce LOY, si, vous savez tous, mais quand ceux qui nous écoutent, je pense, ne savent pas de quoi on parle. C'est comment on fait pour aménager cet espace qui est entre le bâtiment Copernic et puis l'école des Ponts et la maison de l'étudiant, qui aujourd'hui est utilisé quand il fait beau, mais faire en sorte qu'il y ait des parties qui soient piétonnisées pour que vraiment ça devienne un espace de centralité dans lequel on a envie de se retrouver. Donc c'est un test, on va voir si ça marche, mais vraiment l'objectif, c'est d'avoir des moyens et de mettre le paquet pour créer un collectif et que les étudiants aient envie de rester sur le campus, et les étudiants et les personnels aient envie de rester sur le campus une fois qu'ils ont fini leur journée de dur labeur dans leur formation ou dans leur laboratoire. Alors du coup, en rapport avec les étudiants, en sachant que les étudiants internationaux ne seront pas soumis aux droits différenciés à l'UPEM dans l'année 2019-2020, que peut-on en dire pour les années suivantes avec l'UGE ? Alors, ça c'est de toute façon comme toute décision qui va être portée par une université, je ne peux pas prédire l'avenir, puisque ça dépend d'un certain nombre de choses, mais ce qui a été très clairement affirmé lors du conseil d'administration de l'UPEM, cette volonté, et c'est largement partagé, on va dire, dans l'ensemble des universités françaises. En tant que président de la CPU, je peux vous dire que toutes les universités françaises aujourd'hui ont décidé de faire une exonération au niveau des droits d'inscription des étudiants. Donc, voilà, a priori, ça n'a pas de raison d'évoluer. Pour autant, la législation peut encore changer, il peut y avoir des contraintes nouvelles qui peuvent amener à ce que les décisions évoluent. Mais la volonté de la communauté, des enseignants-chercheurs, et on a vu la mobilisation qu'il y a eu assez rapide, qui a été très large dans les universités, a montré que je pense qu'avant que des mesures reviennent et soient mises en place à l'UPEM ou ailleurs, il va falloir attendre probablement un moment. Alors une question sur les frais d'inscription également, donc c'est lié. Oui, bien sûr. La fusion se fait donc avec des écoles sélectives et payantes.
dont certaines à plusieurs milliers d'euros l'année. Je confirme. L'UPEM, par contre, est soumise au décret des frais d'inscription nationaux, donc c'est autour de 200 euros l'année. Ça dépend des formations, mais Ouais. pour les licences, oui, c'est le cas. Voilà, c'est ça. Donc du coup, certains craignent que cette inégalité au sein d'une même entité mène à une volonté d'égalisation, mais pas dans le bon sens pour les étudiants. Alors, il y a plusieurs sujets, hein. Il y a un sujet qui sont les diplômes nationaux. Donc ça, on a réaffirmé et on l'inscrira dans les statuts de l'université, la volonté de délivrer des diplômes nationaux qui sont les diplômes de licence, master, doctorat. Et ceux-là sont régis par des droits d'inscription qui sont définis au niveau national. Et donc la capacité de l'établissement à déroger à ces éléments-là n'est pas possible. Donc les endroits où sur des diplômes où on dit que ce sont des licences par exemple qui ont des droits d'inscription qui ont été plus élevés, par exemple Dauphine, hein, pour ne pas citer, elle ne délivre pas un diplôme national de licence, il délivre un grade de licence qui n'est pas exactement la même chose. Donc dans les statuts d'université, on va inscrire de façon ferme le fait que l'on souhaite délivrer des diplômes nationaux de licence pour lesquels les droits d'inscription sont les mêmes pour tout le monde. Donc ça vaut pour les diplômes nationaux licence, master, doctorat, pour le diplôme d'architecture qui est aussi régi par un statut national. Et ensuite, la question est vraie pour les diplômes d'ingénieur. Aujourd'hui, à l'université, on a un diplôme d'ingénieur avec un niveau qui est de 400 euros, si mon souvenir est bon, à peu près de droit d'inscription. Il y a des diplômes d'ingénieur à l'EIVP qui doivent être à peu près à 2000 euros. Le NSG, je ne sais plus exactement. Et l'ESSIE Paris, je crois que c'est 8000 euros. Oui, Mais par ailleurs, quand on vient nos étudiants en apprentissage, le coût de la formation pour un étudiant qui vient en apprentissage, qui n'est pas payé par l'étudiant mais qui est payé par l'entreprise, c'est plutôt 10 000 euros. Hein. Donc on voit bien que là, il y a des modalités différentes et c'est pour cela que dans la constitution de l'université, ces écoles qui ont des droits différenciés qui dépendent d'autres tutelles que celles du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche continueront à avoir leurs droits qui seront séparés des droits d'inscription qui seront définis pour les entités qui dépendent de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc dans l'organisation de l'université, on a choisi que les choix des montants des droits d'inscription restent cantonnés aux composantes dans lesquelles ils sont définis en lien avec la tutelle qui est la leur, la CCI dans le cas de l'école ESSIE Paris. Le IVP, c'est la ville de Paris qui souhaite aussi continuer à avoir un regard sur les droits d'inscription qui sont définis, et pas à la hausse, je peux vous dire. Et le NSG avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, et puis bien sûr le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui va continuer à définir les droits d'inscription pour les diplômes d'ingénieurs qui relèvent de son ministère. Donc c'est par la séparation des entités qu'on conserve cette étanchéité sur la question des droits d'inscription sur les diplômes d'ingénieurs. Pour autant, alors de mon point de vue, hein, si ça n'avait tenu qu'à moi, je suis assez d'accord avec vous, ce que j'aurais préféré c'est que tout le monde, on les aligne pas vers le haut, mais plutôt vers le bas. Pour autant, il y a une question de modèle économique, de capacité à maintenir les entités, et donc l'université ne peut pas faire le choix demain de dire, eh bien, les étudiants qui viennent à ESSIE Paris, qui sont accueillis, ils sont nombreux, on ne peut pas transformer en disant du jour au lendemain, eh bien, les droits d'inscription, on va les mettre à 0 ou à 400 euros comme ailleurs, parce qu'on n'aura pas les moyens de faire tourner l'école elle-même. Voilà, donc c'est arriver à la fois à être pragmatique, tout en ayant des garanties au niveau des statuts et du décret qui sera publié au moment de la création de l'université, et puis une étanchéité entre les différentes entités qu'on conservera. Alors moi j'ai une question qui change un peu de sujet, mais comment se fait-il qu'un article du Parisien qui a été relayé par le Facebook de l'UPEM dit que nous ne voulons pas ressembler à une université américaine, alors qu'un an auparavant, sur le site de l'université Paris-Marne-la-Vallée, un article du Monde y avait été ajouté en disant que nous voulions être le MIT français avec cette fusion. Alors, je ne sais pas à quoi vous faites référence avec le Facebook, je ne sais pas ce que... Alors, le Parisien a publié un article parlant de la fusion de l'université Gustave Eiffel. Je me rappelle récemment, c'était en décembre ou en je crois en janvier. décembre, ouais. Et alors que exactement un an auparavant, Le Monde avait fait un même article qui lui avait été ajouté directement sur le site de l'université. Oui, c'était le MIT du... Oui, ça, je me rappelle, l'article du Monde, c'est de l'autre, je ne voyais pas à quoi vous faisiez référence. Donc en fait,
il y a deux choses. Il y a la question du MIT qui est plutôt la visibilité internationale. Donc c'est pas nous qui avions choisi le titre, en l'occurrence. C'est les journalistes qui ont fait ce choix-là, en disant effectivement ce qu'on souhaite faire, c'est rendre visible une université. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire que cette université Gustave Eiffel, demain, on puisse dire c'est le MIT autour de la ville durable, même si je ne sais pas ce que ça veut dire le MIT, mais en tout cas que c'est la même renommée que le MIT sur les thématiques. Donc c'est ça l'objectif. Donc voilà, pas du tout contradictoire, il me semble, avec la volonté de rester une université. Donc vous voyez bien que déjà, d'un côté, ça s'appelle MIT, donc c'est Institut. Oui. De l'autre côté, ça s'appelle Université Gustave Eiffel, ce qui montre bien qu'on n'a pas fait le choix d'être vers un institut. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que notre modèle, contrairement au modèle américain, c'est bien c'est ce qu'on évoquait notamment sur les droits d'inscription, c'est d'être au service, d'être un service public au service de notre territoire. Donc une grande partie du projet, c'est d'être exemplaire aussi en tant qu'établissement au service d'un territoire, au service des étudiants, aussi d'être un modèle en matière de développement durable, même si aujourd'hui l'UPEM n'est pas forcément totalement dans les premiers dans ce domaine-là, mais vraiment de s'appliquer à nous-mêmes les préceptes qu'on voudrait porter au niveau des villes. Et donc ça, il me semble que c'est pas une université à l'américaine, c'est autre chose. On croit à un modèle différent qui permet à la fois d'attirer les chercheurs, d'attirer des excellents étudiants pour poursuivre vers la recherche, mais aussi, dans le même temps, accueillir les étudiants de notre territoire et les faire réussir, ce qu'on fait depuis des années. Et aussi en même temps, arriver à permettre à nos étudiants d'acquérir des compétences qui leur permettent d'avoir un métier, notamment en s'appuyant beaucoup sur l'apprentissage. Et ça, c'est pas un modèle qui, même en France, qui existe vraiment, qui est assez unique, qui allie ces trois dimensions, l'international, l'excellence académique, la professionnalisation et puis le territoire. Aujourd'hui, l'université, elle arrive à faire ces équilibres-là et on souhaite continuer à le faire avec nos partenaires des écoles et de l'université Gustave Eiffel en général. Oui, c'est un modèle un peu novateur. Voilà, pour venir, c'est ça qui est très motivant dans ce projet et c'est pour ça aussi qu'on y passe beaucoup d'énergie, les gens de l'université, parce qu'on essaie vraiment de faire quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Et tout le monde, quand vous discutez, que vous dites, quand vous parlez, alors peut-être pas dans vos sphères étudiantes, mais quand on dit qu'on va regrouper un organisme de recherche l'IFSTAR avec une université et des écoles d'ingénieurs et une école d'architecture, sur le territoire, il n'y a nulle part ailleurs, ça se passe comme ça. Pour autant, c'est le modèle international. Donc on est, on va dire, assez disruptif pour la France, mais quand vous regardez à l'international, c'est un modèle qui est assez classique en fait. Vous nous parliez de l'ICIT et de la ville de demain. Alors du coup, comment pensez-vous définir la ville de demain ? Quel changement il faudrait faire ? Alors moi je ne suis pas spécialiste de la ville de demain. Ce que je sais, c'est que, alors moi je suis informaticien, ce que je sais c'est que ça ne va pas être qu'une ville smart, et qu'une ville, il faut la penser avec les gens qu'il y a dedans, les humains, et c'est ça qui est important. Et donc, je saurais mal parler de la ville, et il faudra probablement que vous invitiez quelqu'un qui saura mieux parler de la ville que moi, mais ce à quoi je crois, c'est que, comme j'ai essayé d'expliquer en 2 mots tout à l'heure, c'est qu'en fait, la ville, ça ne peut pas être qu'une discipline. Ce n'est pas les capteurs qu'on va mettre dans les villes pour réguler la température, ça peut pas être, ou pour améliorer l'efficience énergétique. Ça ne peut pas être uniquement des aspects techniques de voirie qui vont améliorer. C'est en fait en mettant ensemble des compétences, des disciplines, et notamment des sciences humaines et sociales, et en les mixant les unes avec les autres, qu'on va arriver à créer une ville dans laquelle on a envie de vivre et qui répond aux exigences technologiques qu'on a aujourd'hui. Et donc c'est le pari qu'on fait, et c'est ça qui est unique sur ce site, c'est qu'on a, avec les acteurs qu'on a mêlés, architectes, ingénieurs, urbanistes, historiens, sociologues, informaticiens, électroniciens, et bien on a toutes les facettes qui permettent de concevoir une ville avec une vue globale et pas uniquement en disant demain on va faire un bâtiment dans lequel on va mettre des capteurs partout et puis vous allez voir on va consommer très peu d'énergie. Et puis quand on fait ça,
il y a un bâtiment pas loin qui a été conçu comme ça, mais en fait, ça veut dire qu'il ne faut pas ouvrir les fenêtres. Et ça pose un problème parce qu'il y a quand même des gens qui habitent dedans, qui sont des humains en général, et qui sont capables d'ouvrir les fenêtres, et du coup ça fout tout en l'air parce qu'on n'a pas pensé dès le début ça comme un tout et en termes d'acceptabilité par les personnes qui vont vivre dans ces environnements. Donc ce à quoi je crois, c'est pour la ville, on a besoin de certaines interdisciplinarités et d'avoir toutes les compétences qu'on a, et de ce point de vue-là, et c'est pour ça qu'on a été reconnu par cet appel à projet, on est le premier site en France à avoir toutes ces compétences dans un si petit périmètre. Alors maintenant, on va passer à une partie un peu plus administrative. Ouais. Et du coup, comment va être organisé le conseil d'administration maintenant ? Alors le conseil d'administration, donc ce qu'il faut voir, c'est qu'on part avec donc, des établissements qui ont des cultures extrêmement différentes. On a d'un côté une université qui est régie, alors il y a le code de l'éducation qui régit la façon dont on est organisé l'université, qui est une université dans laquelle le conseil d'administration est l'entité qui prend toutes les décisions, et qui en délègue une partie au président, vers lequel il remonte quasiment toutes les décisions de l'établissement. Et qui est globalement un conseil d'administration qui est avec majorité d'élus internes à l'université. Donc ça, c'est le modèle de l'université à la française, qui n'est pas le modèle international. De l'autre côté, on a un organisme de recherche qui est une administration, donc c'est ce qu'on appelle un EPST, qui est une organisme tout à fait différente, dans lequel le conseil d'administration, lui, est beaucoup plus stratégique. Il se réunit 3 fois, nous on se réunit 10 fois dans l'année. Mais lui, globalement, ce sont des externes, notamment des tutelles, qui sont dans le conseil d'administration, souvent nommés, et des élus, très peu d'élus à l'intérieur du conseil d'administration, donc ça c'est l'IFSTAR. Puis après vous avez des écoles d'ingénieurs avec des modèles un peu différents, mais certaines, il n'y a que des extérieurs qui sont dans le conseil d'administration, très peu d'élus. Et donc, il fallait trouver un modèle qui soit un peu différent. Donc je ne vais pas parler uniquement du conseil d'administration, donc le choix qu'on a fait, et qui faisait partie de l'accord de démarrage des tutelles des différentes écoles et organismes, c'était de trouver un modèle qui soit intermédiaire entre les deux. Donc le premier principe qu'on s'est donné, c'est de dire le conseil d'administration, contrairement à ce qu'il est aujourd'hui à l'université, parce que là je vais me replacer uniquement dans le cadre de l'université, eh bien on va lui confier moins de prérogatives que ce qu'il a aujourd'hui à l'université. C'est-à-dire qu'on va séparer les prérogatives dans différents conseils. Donc les 3 conseils qu'on souhaite mettre en place, c'est le conseil d'administration, dont l'objectif est qu'ils se réunissent un peu moins souvent. S'ils se réunissaient que 3 fois par an, ce serait l'idéal, qui définit les grandes orientations stratégiques. Un conseil qui, lui, est plus un conseil qui régit la vie de tous les jours et qui se réunira plus souvent, qui est le conseil académique. Et puis, un conseil qui est le Parlement étudiant, qui, lui, régit plus la vie étudiante sur le campus. Et donc, à chacun d'eux, on va donner des prérogatives qui, aujourd'hui, sont prises, in fine, au conseil d'administration. Donc ça, c'est le premier principe, c'est de dire, on essaie comme on veut changer le modèle, de donner des niveaux de responsabilité différents aux différents établissements. Aux différents conseils, excusez-moi, centraux, qui sont ces 3 conseils-là. On a imaginé d'autres entités qui permettent aussi de créer du dialogue, mais on va se concentrer quand même sur la partie plus décisionnelle. Et puis après, donc il y a le conseil d'administration qui est un intermédiaire entre ce qui se passe à l'IFSTAR aujourd'hui principalement et dans les écoles, et ce qui se passe aujourd'hui à l'université de Marne-la-Vallée, dans lequel on a donc 60% de personnes non élues, 40% d'élus de l'État, enfin non élus, non c'est pas ça exactement ça, 60% d'extérieurs, 40% d'élus dans le conseil d'administration, avec à l'intérieur des personnes qui sont extérieures, une partie qui va être nommée, notamment par un certain nombre de tutelles, la ville de Paris, donc les différents acteurs avec lesquels le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et puis, donc, ces personnes nommées plus les élus de l'interne vont élire
des personnes qui vont venir compléter le conseil d'administration. Donc c'est aussi des élus, mais pas des élus internes. Donc ça, c'est pour la partie organisationnelle, donc très différent de ce qui se passe aujourd'hui à l'université, puisque les internes ne sont pas majoritaires. Hein. Et le deuxième point que je voulais dire, c'est que toutefois, il est prévu que dans le conseil d'administration, il y a quand même une majorité de personnes qui sont des académiques, ce qu'on appelle des académiques, donc ça peut être des étudiants, des gens qui sont, on va pouvoir avoir dans les personnalités qui vont être élus dans la deuxième catégorie, là, par le reste du conseil d'administration, des enseignants-chercheurs venant de l'étranger, un professeur, un universitaire voilà, qu'on y lirait, ou un étudiant étranger qui pourrait venir, qui connaît le système universitaire, qui n'est pas nécessairement quelqu'un qui vient d'une entreprise, d'une collectivité ou autre. Donc ça, c'est pour le conseil d'administration, avec des prérogatives qui sont plus concentrées sur la stratégie, les grands éléments stratégiques. Un président donc, qui sera proposé par le conseil d'administration, unique, avec une nomination par le président de la République, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque le président est élu par le conseil d'administration et il est élu. Là, aujourd'hui, l'État pourra éventuellement mettre un droit de veto sur la nomination du président. Donc ça, c'est pour le conseil d'administration. Puis ensuite, vous avez le conseil académique qui lui aura des prérogatives sur tout ce qui est organisation de la recherche, recrutement des enseignants-chercheurs, les profils, tout un tas de prérogatives. Et lui, le conseil d'administration sera uniquement, enfin, en grande majorité, avec des personnes internes, étudiants et personnels. Et enfin, le Parlement étudiant qui, lui, sera quasiment totalement avec des étudiants à l'intérieur du conseil de ce Parlement. Et donc, c'est cette organisation-là qui est hybride entre ce qu'on trouve à l'IFSTAR et ce qu'on trouve à l'UPEM, qu'on a essayé de proposer pour cette université. Et alors justement, est-ce que le Parlement étudiant aura des vrais pouvoirs? Quelles garanties auront les étudiants pour décider de la vie étudiante? Alors, on est encore en train de construire exactement ce qu'il y aura dans les statuts et comment seront précisées les choses. Donc, je peux pas vous détailler, et peut-être qu'il y aura des éléments qui vont encore évoluer, mais c'est quand même partie du principe de dire, et une vraie volonté qui est dans le projet initial de l'ICIT, qui était de dire, aujourd'hui, dans l'université, les étudiants, à aucun moment, ne peuvent décider par eux-mêmes. Et on déresponsabilise les étudiants en ne leur donnant pas totalement les manettes sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, à la CFVU, il y a beau y avoir un certain nombre d'étudiants qui sont élus, les autres types de personnels sont majoritaires et vous pouvez quasiment vous mettre tous ensemble. Globalement, la possibilité pour que les étudiants décident vraiment n'est pas possible. Et donc on a fait le choix que sur un sujet qui est celui de la vie de campus, qui nous semble être celui où vous avez toute légitimité à décider, et bien ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire on leur confie un budget, donc qui va être le budget qui est issu aujourd'hui de la CVEC, qui permet d'avoir des moyens quand même assez conséquents pour la vie de campus, donc une partie de ces moyens dédié à la vie de campus, parce qu'il y a des choses autour de la médecine préventive. Bon, ça, on ne va pas vous demander, est-ce que vous préférez faire une fête plutôt que, j'exagère un petit peu, mais plutôt qu'avoir de la médecine préventive, il y aura un budget qui sera alloué à la médecine préventive dans cet espace, et puis on a une obligation de toute façon. Ça n'empêche pas d'avoir des discussions dans le Parlement sur ces questions-là, mais sur la vie de campus, à ce Parlement étudiant, on lui donnera le budget, et c'est lui qui décidera sur quel projet il met les financements, et derrière, eh bien, les autres conseils n'auront pas leur mot à dire. C'est les étudiants qui décideront par eux-mêmes. Donc ça veut dire à la fois une capacité plus importante de décision pour lui, mais aussi une responsabilité aux étudiants. Et moi, à titre personnel, et c'est ce qui a porté, pas uniquement moi, mais cette idée de Parlement étudiant, c'est de dire on ne responsabilise pas assez les étudiants sur nos campus. On voit que, là, les associations, on voit bien là sur le campus, et chaque fois qu'on vous donne des responsabilités, vous faites des choses que nous, on n'est pas capable de faire, et qui permettent d'amener beaucoup, je pense, à l'université elle-même, parce que l'université aujourd'hui, c'est pas uniquement la formation pour un étudiant, c'est aussi tout ce qui va autour. Et ça, qui de mieux que les étudiants pour décider de ce qui peut intéresser les étudiants, qui peut faciliter la vie des étudiants, qui peut permettre à certains qui sont en difficulté de mieux s'en sortir. Et ça, il faut que vous passez les moyens de mener ces actions-là en vous responsabilisant. Et donc c'est le pari qui est fait
on espère que ça va marcher. Enfin, on compte sur vous en tout cas. On Peut-être espère pas aussi que vous, ça mais peut-être les marchera. suivants. Oui, tout à fait. Non, mais j'en ai plus, vas-y. Alors, du coup, donc vous nous parliez tout à l'heure des conseils d'administration où il y a des extérieurs. Ouais. Et du coup, j'imagine qu'aussi, chaque école qui sera dans la fusion aura un droit de vote. Alors c'est non, c'est Pas du pour le tout. conseil d'administration en fait ce qui se passe, c'est en fait au conseil d'administration, il y aura, c'est en fait dans l'université, les conseils d'administration, conseils académiques, c'est les conseils de l'université. Ce ne sont pas des conseils des écoles, ce ne sont pas des conseils des entités qui les composent. C'est le conseil de l'université. Quand les gens sont élus au conseil d'administration de l'université aujourd'hui, mais demain ce sera la même chose, ils y vont en tant que représentants de l'université et pour l'intérêt de l'université. C'est pas toujours facile de faire la différence entre les deux, mais c'est pas le... Et donc là, dans le conseil d'administration, il n'y a pas de place réservée pour un enseignant de telle ou telle école. En revanche, chacune des tutelles, Ville de Paris, CCI, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, MTES, ministère de la Culture, aura un poste qui lui sera réservé. Mais dans les élus, eh bien, il n'y a pas de catégorie où on dit il y aura un de telle entité, un de l'autre entité, un de l'autre. Non, les gens sont élus pour représenter l'université, comme c'est aujourd'hui là, actuellement à l'université. Et ça me semble important de rappeler ça. Les gens, quand ils vont dans les conseils, ils ne vont pas pour défendre leur propre intérêt. Ils vont pour défendre l'université. Et ça doit être la même chose pour le Parlement étudiant. Même s'il est constitué avec voilà, des étudiants qui viennent d'associations différentes, il faut que les gens n'y aillent pas pour défendre leur association, mais plutôt pour défendre l'intérêt général des étudiants, sachant que ils font partie de cette vie-là et que bien sûr à un moment on ne peut pas détacher l'intérêt général de son intérêt particulier, mais il faut savoir aussi dépasser cette dimension-là et globalement aujourd'hui à l'université, les gens qui sont dans les conseils centraux, ils ne défendent pas leur propre chapelle, ils défendent l'intérêt de l'université dans son ensemble et ça fait des fois il faut faire des choix, hein, c'est ça qui n'est pas facile. Et vous allez voir le fait de donner c'est toujours plus facile de dire on n'est pas d'accord avec telle décision parce qu'elle a été prise par quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus difficile de se mettre d'accord entre les uns avec les autres pour décider ensemble de l'intérêt général et des fois que ça en coûte un peu à l'un d'entre eux. Comme vous en parlez du Parlement étudiant, donc il y a beaucoup d'associations si on compte tous les établissements membres de la fusion. Est-ce qu'il y aurait une logique de fusion des associations pour limiter le nombre d'associations et faire une plus grande association mais avec moins d'associations? Alors le principe général qui nous a guidé quand on a choisi d'aller vers la constitution de l'université, c'est de dire on va pas essayer de changer les trucs qui marchent. Aujourd'hui les gens, ça vaut pour les associations mais ça vaut pour tout le reste de l'université. En gros, il y a des endroits où on a des laboratoires, c'est l'endroit où les gens y travaillent, ils font leurs recherches, ce truc-là, on ne le change pas. Il y a d'autres endroits où il y a des unités de formation, des UFR, des instituts, on ne change pas ce périmètre-là. On met tout ça ensemble, on met un truc par-dessus, mais ces entités-là, on n'essaye pas de les fusionner. Si les gens ont envie de le faire, ils le font. Mais on laisse un système dans lequel chacune des entités de proximité, on les laisse parce que ce qui est important, c'est que les gens puissent continuer à travailler, on ne va pas les embêter avec leur structure de proximité. C'est la même chose pour les associations. On ne va pas embêter les associations en disant il y en a 34, je vais en voir plus que 22 sur des critères qui sont aujourd'hui pas très, très évidents. On va mettre tout le monde ensemble. On va les laisser vivre. S'il y a des gens qui considèrent que parce qu'ils ont une association Radio Rec au niveau de l'UPM et qu'il y a des gens qui font de la radio, je ne sais pas moi, à l'ENSG, et qu'un jour ils se disent c'est peut-être idiot d'avoir deux entités, on peut peut-être en créer une qui s'appellera je ne sais pas quoi, et les mettre ensemble, eh bien qu'ils le fassent. Mais si aujourd'hui ils arrivent à travailler et qu'ils ont suffisamment de moyens et que chacun trouve son public, eh bien pourquoi les forcer à se rapprocher? Donc c'est vraiment le principe qu'on a voulu porter globalement pour les services, les composantes, les unités, les labos et pour le reste, c'est vraiment on garde le fonctionnement actuel, on met juste un truc au-dessus pour que les gens puissent continuer à faire vivre ce qui est fait le cœur de l'activité de l'université, c'est quand même les structures de proximité. C'est pas le conseil d'administration. Le conseil d'administration, je ne sais même pas si vous savez qui s'est réuni hier. Aussi.
Si, vous le savez? Oui, Vous avez révisé avant de venir. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne savent pas forcément. Hein. Et donc, voilà, ce qui est important, c'est de faire en sorte que pour chacun, ce qui leur permet de bien bosser, qui leur permet de se trouver dans un environnement où ils peuvent faire des choses, et ben ça change le moins possible pour ne pas arrêter l'activité de l'université en formation, en recherche et en vie associative en général. Encore une question, Thibaut? Non, pas spécialement. Moi j'en ai une, c'est pensez-vous que depuis que vous avez eu l'accord pour utiliser le nom de Gustave Eiffel, vous arriverez à avoir une renommée internationale grâce à cela? Alors, ça c'est une bonne question. Donc, alors, je ne sais pas si beaucoup d'étudiants l'ont vu, qu'il y avait... il y a eu un concours à un moment pour choisir le nom, il y a eu pour les logos. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui aient participé à ça. C'est vrai qu'il y avait un questionnement. Alors, il y en a qui ont regretté que ce ne soit pas une femme. Hein. On parlait tout à l'heure de la parité dans cette émission. Hein. C'est pas encore tout à fait ça à Radio Rec, ni à l'université, je vous le confirme. Et même au niveau du président, hein, j'ai pas réussi à me dédoubler dans le temps. Toujours est-il que au-delà de cette question-là, donc il y a le nom qui a été choisi, qui est Gustave Eiffel, et c'est vrai que je ne m'attendais pas tellement à ça, mais vous savez que non, vous savez pas, donc avec ce projet ici, en fait, il y a ce qu'on appelle un advisory board, donc c'est un conseil de gens externes qui suivent le projet pour voir comment il évolue et qui nous donnent des conseils, et qui là est constitué de personnalités internationales. Et donc au début il n'y avait pas le nom, et donc ils sont réunis plusieurs fois, et quand on leur a présenté le nom Gustave Eiffel, en fait ça parle à tout le monde. Et donc d'un point de vue international, je ne sais pas pourquoi personne n'a choisi ce nom-là précédemment, mais globalement c'est un nom qui parle à l'international parce que tout le monde connaît. Alors ça fait référence bien sûr à la Tour Eiffel, et donc à Paris et à la France, mais ça fait aussi référence à la construction, voilà, l'entrepreneur, quelqu'un qui transforme le monde, et ça fait référence aussi à la Statue de la Liberté, à l'international, les valeurs de la liberté. Donc c'est un nom en fait qui fait écho à beaucoup de choses, et dans laquelle beaucoup de gens se retrouvent, et qui internationalement est vraiment très connu. Les gens connaissent plus souvent Eiffel que Gustave Eiffel, donc il ne faut pas oublier le Gustave qui est à mon sens assez important. Voilà. Je peux passer un petit message à propos du conseil d'administration. Donc, il y a eu un conseil d'administration hier à l'université. Il a voté quelque chose qui est assez important, et que tout le monde me dit qu'ils ne sont pas au courant, donc j'en profite que je sois devant Radio Rec pour essayer de toucher une partie. C'est qu'on a voté l'exonération, on l'a évoqué tout à l'heure, donc des étudiants pour l'année prochaine extra-communautaires au niveau des droits qui seront voilà, ceux des autres étudiants à l'université. Ça n'empêchera pas pour les étudiants qui seront en grande difficulté de bénéficier, comme c'est le cas actuellement, ou pour les étudiants qui ne sont pas extra-communautaires, de bénéficier d'une exonération totale. Mais là, suite à un accompagnement spécifique que l'on fait en général avec l'assistance sociale, et qui permet pour certains qui n'ont pas les moyens, mais qui ont les capacités et qui ont envie d'étudier à l'université, de les exonérer complètement si besoin. Voilà. Alors moi j'ai une question, si on parlait du nom. Alors est-ce que vous pouvez nous parler du logo qui a été choisi? Alors, est-ce que je peux parler du logo? Alors, je ne sais pas s'il est pas encore officiel. Hein. Il y a eu un sondage il y a eu un sondage, et le résultat n'a pas été donné encore, je crois. Je crois que si. C'était le bleu, je crois. Ouais, le bleu, alors, il y avait un bleu, mais il y avait deux possibilités de logo, en fait. Le bleu avec, je crois que celui qui a été choisi, c'est le bleu avec la tour Eiffel vue d'en haut. Voilà, donc c'est la tour Eiffel vue d'en haut, le bleu de la tour Eiffel vue d'en haut, c'est le choix qui a été... C'était pas le mien. Hein. Bon, c'est celui qui a été retenu. Il a l'avantage d'être stylisé, de renvoyer à la tour Eiffel sans y renvoyer. Je trouve qu'il a une notion d'ouverture. Je suis pas spécialiste du décryptage des logos, ni de la question de la couleur. Moi, je regrette un peu que ce soit pas rouge qui ait été retenu, parce que là encore, on voit la présence d'évidence des hommes, et le bleu qui représente la masculinité. Donc c'est un peu dommage qu'on n'ait pas fait cette concession par ailleurs. Mais bon, c'est pas non plus... on y pense a posteriori des fois. Très bien. Je crois qu'on en a fini. Oui. Et nous vous remercions d'être venus nous voir à Radio Rec et d'avoir participé à cette émission.
Mhm. Comme ça, les étudiants peuvent en apprendre plus sur la future université qui va se créer. Et Et, moi, ce que je peux vous dire, donc déjà, je voudrais remercier les Radio Rec, bien sûr, mais l'ensemble des associations, parce que depuis que je suis président de l'université, on a vu vraiment la vie étudiante, j'en profite pour le dire un peu plus globalement, la vie étudiante vraiment redémarrer de quelque chose qui était un peu mollation, maintenant vraiment une activité de vie étudiante qui est très importante sur le campus. Bon, il reste des progrès à faire parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont très investis, mais ça reste une minorité quand même au sein de l'université. Donc merci à vous pour ce que vous faites. Merci à Radio Rec d'essayer de diffuser ce type d'informations aux étudiants parce que c'est pas facile de toucher les étudiants, de donner l'information. C'est une façon de le faire. Moi, je suis prêt à revenir un peu plus tard, là, avant le 1er janvier 2020, pour venir vous reparler si vous le souhaitez. Je pense qu'en fonction de l'avancement du projet, c'est important. Puis des nouvelles questions qui se posent, qu'on puisse en reparler ensemble. Donc, je suis à votre disposition. Ce sera avec plaisir de vous recevoir à nouveau. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir. On en avait prévu ça depuis le début de notre mandat à Radio Rec. Donc voilà. Merci à vous et puis ceux qui sont à la régie. Parce que merci à Quentin et Samia et aussi à Jason de la Centrif. Merci. Et à la Centrif de nous avoir prêté les locaux parce qu'on a la chance d'être dans les locaux de la Centrif. Un équipement qui est très bien. Très bien. Ouais, voilà. Très et ça beau aussi, et ça fait partie aussi des choses moi, que je voudrais aussi saluer les services de l'université. C'est quand même il y a plein d'endroits où ce type de lieu, eh bien, ça a été fait avec il y a des gens qui sont venus, qui ont payé, qui ont mis beaucoup d'argent pour créer des nouveaux lieux, ce qui s'appelle avec des noms, Learning Center et ainsi de suite. Là, c'est les personnels de l'université avec peu de moyens, avec les moyens de l'université, qui ont investi, qui ont fait des choix, qui ont fait des tests, et à partir d'un bâtiment qu'on a rénové, ça s'est fait en interne à l'université. Et franchement, si on se compare avec ce qui est fait par ailleurs, avec des briques et des brocs, on est capable de faire quasiment aussi bien, et même voire mieux des fois que à d'autres endroits. Donc merci aussi au personnel de l'université de leur investissement. Voilà. Merci à eux, et merci à tous nos éditeurs de nous avoir écoutés. À bientôt. Au revoir. À bientôt sur Radio Rec.